compte plus le nombre de boîtes en France qui m'ont parlé de Snowflake sur le podcast. Ça a été créé en 2012 par deux Français et ils avaient comme vision dès le départ de créer une plateforme de données dans le cloud qui permette de gérer tous les cas d'usage autour de la data pour que les entreprises puissent bénéficier de l'IA générative et des LLM. Il faut qu'on se concentre sur des modèles qui sont plus petits, avec un meilleur ratio coût-performance et aussi une moindre empreinte environnementale. Aujourd'hui, je reçois Jad, qui est Principal Sales Engineer chez Snowflake, la plateforme data et IA que tout le monde connaît. Ils connaissent depuis des années une croissance incroyable. Je compte plus le nombre de boîtes en France qui m'ont parlé de Snowflake sur le podcast. Conto récemment, mais aussi Ledger, Spendesk et plein d'autres. Jad va nous parler de Snowflake un peu plus en détail, de son positionnement actuel. On va parler de la rivalité avec Databricks également, et du marché des plateformes data et IA plus globalement. Hello Jad, ça va ? Ça va Robin ? Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Cet épisode est rendu possible par KPC, le cabinet de conseil spécialisé sur la data et l'IA qui connaît une croissance fulgurante. J'ai rencontré Michael, qui est directeur data et IA chez eux, et il est venu nous expliquer comment mettre en place un Data Office 4.0 sur le podcast. C'est l'épisode 160. D'ailleurs, ils ont également rédigé un manifesto qui reprend les 5 piliers clés. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire sur le lien en description. Si vous souhaitez vous faire accompagner par Michael et les experts de KPC, contactez-le de ma part, je vous mets également son mail en description. Cet épisode est rendu possible par Snowflake. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter comment tu t'es retrouvé, toi, Principal Sales Engineer chez Snowflake, pour commencer, s'il te plaît ? Alors, ce qui est rigolo, c'est que je me destinais pas du tout à bosser dans la data. Moi, j'ai fait Sciences Po Paris, un master finance et stratégie d'entreprise. Je savais pas trop où je voulais aller. Et j'aimais bien les langues, j'aimais bien la Chine et je voulais un diplôme qui me permette de bosser à l'international. Et en fait, après mon diplôme, mon premier job, ça a été chez Alstom Transport en tant que business analyst. Il y avait une petite partie data et c'était du scraping en fait de sites web pour aller construire une espèce de base de données des flottes en Asie. Ce qui est rigolo, c'est que j'avais que Excel et PowerPoint, dont tu t'imagines l'enfer du truc. Et je me suis dit, c'est pas possible que dans les années 2010, on n'ait pas des outils plus adaptés pour ce genre de choses. Et c'est là que j'ai commencé à regarder un peu tout ce qui est data et BI. Et en rentrant de Singapour, je me suis retrouvée à chercher un job à Paris. Et il se trouve que Tableau ouvrait son bureau parisien juste à ce moment-là et il cherchait quelqu'un pour un poste qui était super sympa, qui s'appelait Data Artist. C'était trop cool. Il s'agissait en fait d'aller expliquer, d'aller apprendre à des journalistes ou à des profs comment on utilise la version gratuite de Tableau, Tableau public, pour que derrière, ça crée de l'engouement et notamment qu'on ait des vies publiées sur Le Figaro, L'Équipe, etc. Et après, je suis devenue un peu plus technique sur Tableau via ce job. Et en revenant de mon premier congé mat, j'ai décidé de passer de l'autre côté, côté commercial, pour être plus incluse dans le bureau parisien. Et donc, je suis devenue pre-sales technico-commercial, quoi. Et j'en suis plus sortie. Après le rachat de Tableau par Salesforce, je voyais que ça évoluait en termes de façon de vendre et que ça correspondait moins à ce que moi j'aimais. Donc, j'ai cherché autre chose et je suis passée chez Google Cloud. Je te la fais courte, mais contexte un peu compliqué en plein Covid. Et j'ai pas super adhéré avec la vision de construire sa data platform en mode do it yourself. Et donc, assez rapidement, j'ai cherché à trouver quelque chose qui correspondait plus à ma vision de ce que doit être une plateforme data. Il se trouve que quand j'étais chez Tableau, j'avais eu pas mal de clients qui faisaient le choix Tableau plus Snowflake. Et qui disaient que c'était super intéressant en termes de performance et aussi en termes de simplicité de prise en main. Donc, j'ai postulé chez Snowflake et en 2021, je suis rentrée en tant que Sales Engineer sur la partie Retail et Luxe. De là, j'ai fait 2 ans sur ce segment-là et en début d'année, j'ai été promue Principal Sales Engineer qui correspond à un rôle plus transverse sur toutes les industries qu'on a. Félicitations. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de Snowflake parce que c'est vrai que moi j'ai vu cette boîte arriver sur le marché un peu en fanfare, j'ai envie de dire. Enfin, je me suis mis à en entendre parler un peu tout le temps et tout. Alors j'ai l'impression que c'est une boîte qui est plus ancienne en fait que ce qu'on peut croire. Ça a été créé en 2012 par 2 Français qui étaient des ingénieurs spécialisés sur les moteurs de base de données. C'est Benoît et Thierry. Et ils avaient comme vision dès le départ de créer une plateforme de données dans le cloud qui permettent de gérer tous les cas d'usage autour de la data, qu'elle soit structurée, semi-structurée, non structurée. Leur obsession, en fait, c'était de résoudre l'équation du big data, parce qu'ils voyaient que les plateformes qui étaient en train de prendre leur essor, elles avaient quand même sacrifié beaucoup de choses, notamment la sécurité et la gouvernance.
Et donc, ils ont bossé là-dessus pendant 2 ans en chambre et ils ont redéveloppé un moteur qui avait comme fondation la sécurité, la gouvernance, qui sont les besoins de toutes les grosses entreprises. Et par-dessus, ils sont venus rajouter le Python, le Java, le Scala, en plus du SQL pour vraiment gérer tous les cas d'usage. Si on regarde le début de Snowflake, on va dire jusqu'en 2020, ce qui fait que les clients achètent Snowflake, c'est le côté plateforme SaaS avec très peu d'administration et une performance et une scalabilité inégalées jusque-là. Quand tu dis jusqu'en 2020, on parlait à peu près de quelles années quand ils commencent à travailler en chambre? Alors, ils commencent en 2012, ils sortent la première version de leur produit en 2014 et donc, les premiers clients arrivent Ok. entre 2014 et 2015. Et en gros, les 5 premières années, ce qui fait la croissance incroyable de Snowflake, c'est beaucoup de gros remplacements de legacy on-prem qui coûtaient un bras en infra et un bras en people et en management. Ouais, c'est clair. Comme je te disais en introduction, moi, je compte plus le nombre de leaders data qui me disent pendant des épisodes qu'ils sont chez Snowflake ou qu'ils ont prévu de migrer vers Snowflake. Tu connais un peu le podcast, donc c'est souvent quand même encore, alors de moins en moins, il y a de plus en plus de grosses boîtes, mais c'est encore souvent aussi des scale-up, des licornes, comme disent souvent des boîtes du digital. Peut-être que moi, j'ai un prisme un peu particulier tourné sur l'analytics, plus que sur la partie IA, parce qu'en général, c'est des boîtes qui vont commencer par se concentrer sur l'analytics. Par rapport à ce prisme un peu analytics, quelles sont les raisons qui font que Snowflake a connu un tel succès sur le marché? Alors aujourd'hui, nos nouveaux clients, ils nous rejoignent plus seulement pour des sujets de data warehouse et de data lake. Ce que veut un CDO, un head of data, c'est d'amener le plus rapidement possible les use cases qui sont demandés par ces métiers en production. C'est très aligné avec la philosophie de Snowflake qui est de proposer le chemin le plus court jusqu'à l'activation de la donnée. Les 2 principes de cette philosophie, c'est de simplifier au maximum toutes les étapes de l'ingestion, que ce soit du batch, du micro-batch ou du streaming, à la transformation, SQL, Python, Java, Scala, jusqu'à la data science, être capable de faire du pre-processing, de l'entraînement et de l'inférence. Tout ça, ça va être packagé et on abstrait au maximum la complexité de ces éléments-là. Et le deuxième point qui fait que les boîtes viennent chez nous, c'est aussi sur la partie activation. Il y a une vraie vision sur accélérer le time to market, l'activation. Et ça va être en partie en proposant des choses directement dans Snowflake. Donc aujourd'hui, tu vas avoir des notebooks et des applications Streamlit qui sont plus adaptées au service des besoins métiers. Tu vas aussi avoir tout ce qui est data sharing qui te permet de packager tes data products, que ce soit des datasets, de l'intelligence, des procédures, des fonctions, etc., voire même des applications complètes. Et donc, c'est vraiment ce combo-là qui fait que les clients viennent chez nous. Ça résonne pas mal avec, en tout cas, l'idée que je m'en faisais, parce que c'est les 2 points qui reviennent le plus souvent. Alors, le premier, c'est vraiment effectivement l'abstraction de la complexité, enfin la simplicité, l'expérience utilisateur qui revient, en tout cas moi, dans les échanges que j'ai. Ou parfois même, je vois les leaders data, quand c'est des profils tech, ils sont excités un peu de tester Snowflake, parce que tu sens qu'il y a, je sais pas, un travail sur le produit qui a été fait, qui a l'air de les impressionner. Et puis cette partie effectivement activation, donc typiquement le data sharing, j'ai l'impression que c'est un peu une killer feature comme on dit, moi qui est ressorti plusieurs fois en tout cas dans des épisodes. Finalement c'est cette partie analytics, je suis le plus au fait parce que c'est le sujet dont j'ai le plus parlé avec des invités lorsqu'on aborde la techno ou les technos de Snowflake. Mais en revanche, un sujet sur lequel je suis moins au courant, c'est la partie plus AI, donc intelligence artificielle. Que tu commences par nous expliquer quelles sont les briques que vous proposez sur cette partie, peut-être de manière un peu schématique pour que je comprenne mieux. Il y a 2 axes de développement de l'IA chez Snowflake. Il y a un premier axe qui est l'amélioration de l'expérience utilisateur au sein de la plateforme. Donc là, ça va être tout ce qui est apport d'un copilot dans l'UI qui permet aux utilisateurs de poser des questions et d'avoir les requêtes SQL générées et exécutables. Ça va être la génération automatique de métadonnées pour les aspects cataloguing, data sharing. Donc vraiment l'IA que nous, on amène dans notre plateforme. Et le deuxième pan, ça va être l'IA, tout ce qui va être fonctionnalité d'IA pour les clients pour que ce soit plus simple à utiliser. Et là-dessus, ça va être sur de l'IA classique, avoir tout l'attirail pour que des data scientists puissent travailler comme ils en ont l'habitude. Et aussi, sur la partie de GenAI, on a énormément de choses qui sont sorties. Tu peux nous illustrer un petit peu des fonctionnalités, typiquement de choses que vous mettez à disposition pour les data scientists ou pour des profils qui font de l'IA? Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a toujours ce sujet de simplicité. Et donc, nous, on répond à tous les besoins data science,
que ce soit pour des équipes qui débutent sur la data, qui n'ont pas encore de data scientist à proprement parler, eux, ils vont pouvoir avoir des fonctions packagées pour faire de la classification, de la détection d'anomalies, et ils vont aussi avoir des fonctions qui permettent d'appeler des modèles LLM comme Llama, Mistral, etc. Donc pour ces équipes data qui débutent, ça va être packagé comme ça. Pour les équipes qui sont plus matures en quelque sorte et qui ont déjà des data scientists, eux, ils s'attendent à avoir les fonctionnalités classiques. Et donc là, ils vont retrouver les notebooks. Ils vont avoir des API qui leur permettent de faire le pre-processing et l'entraînement de leur modèle. Tout ça intégré parfaitement avec un feature store et un modèle repository. Et derrière, pour l'inférence, ils peuvent aussi, si besoin, utiliser des conteneurs avec des GPU. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire de la data science au niveau des équipes qui débutent comme au niveau des équipes les plus avancées. Tu peux nous parler d'un cas client ou d'un projet pour illustrer un petit peu que vous avez eu avec un client sur cette partie AI notamment, par exemple? Je pense qu'un bon exemple pour fermer la boucle de ce qu'on se disait depuis le début, c'est Kiloutou, qui est un de nos clients historiques, qui a commencé en 2019 avec Snowflake sur des sujets plus analytiques parce que c'est ce qu'on faisait à l'époque, et qui a une roadmap et une vision très claire de là où ils veulent aller. Ils ont bénéficié de toute l'innovation qui est arrivée au fil de l'eau dans Snowflake. On parlait tout à l'heure de data sharing. Ils ont été des pionniers sur le data sharing en faisant un use case de pricing dynamique où en fait ils avaient un partenaire externe qui les aidait à pricer au plus juste les machines en fonction de la météo, des jours fériés, etc. Et de leur stock. Et donc le data sharing, ça permettait de faire du partage au fil de l'eau et d'avoir un pricing vraiment très très à jour, adapté à la demi-journée quasiment. Et aujourd'hui, ils nous suivent aussi sur tous les cas data science et même sur la Gen AI. Et donc, au Big Data, ils ont présenté les use cases sur lesquels ils travaillent. C'est pour leurs agents en point de vente, en point de location, qui ne sont pas toujours au fait de toute la gamme d'équipements qu'ils proposent, avoir un chatbot qui leur permette, en fonction des demandes du client, par exemple, je ne sais pas, un mât électrique avec une nacelle qui va jusqu'à plus de 10 mètres. Le personnel en point de vente va pouvoir taper ce que demande le client et récupérer des fiches descriptives pour proposer exactement les bons outils, quoi. Et donc là, en utilisant des appels LLM et tout aussi en utilisant éventuellement la donnée qui est déjà disponible. Voilà, en utilisant le Streamlit qui permet de créer des applis dans Snowflake et avec tout le back-end qui permet de faire du RAG, extraire la donnée qui est présente dans les documents, la chunker, l'embedder et rendre tout ça disponible au bot. Mais de toute façon, on le voit maintenant de plus en plus, le lien entre l'IA et simplement le fait d'avoir une plateforme de données propre, bien gouvernée, qui était un des enjeux de l'analytique. La ligne est en train de devenir de plus en plus fine et les deux, de toute façon, sont vachement complémentaires, quoi. Puis l'un peut pas trop vivre sans l'autre. Et donc, ça fait sens de pouvoir faire les deux via Snowflake. Et c'est vrai que ce serait embêtant de devoir aller chercher tous ces use cases de toute façon sur une autre plateforme, quoi. Et justement, ça fait le lien avec ma question suivante. Un peu comme sur l'analytique, justement, quand je t'ai demandé aujourd'hui pourquoi les clients viennent chez vous, j'étais curieux d'avoir un peu la version AI. Je trouve ça toujours intéressant de comprendre un peu quelle est la grille de lecture et comment vous positionnez vos atouts majeurs, par exemple, sur ce sujet, quoi. En ce moment, un slogan qui résonne beaucoup et qui résume un peu ce que tu disais, c'est No Data, No AI. On a toujours dit qu'il n'y a pas de stratégie IA sans stratégie data. Et il se trouve que c'est de là d'où on vient. Le côté sécurité gouvernance, on l'a mis en place dès le début. Donc, ça apporte énormément de valeur pour des industries, notamment des industries très régulées comme la pharma et comme la banque, d'avoir une plateforme dans laquelle ils peuvent faire tourner leur modèle et sans qu'il y ait rien qui sorte. C'est pas juste anecdotique, il y a aussi un cadre réglementaire autour du processing des données. Sur la partie bancaire, il y a notamment le règlement DORA. Et le fait d'avoir tout au sein d'une même plateforme, ça simplifie grandement tous les aspects d'auditabilité versus aller récupérer des CSV, faire l'entraînement et mettre en prod le modèle sur une plateforme, récupérer les résultats de l'inférence dans une autre plateforme, avoir les logs qui atterrissent dans un blob. Là, on est sur de la donnée qui est très fragmentée, difficile à réconcilier pour des sujets d'auditabilité. Et donc, tu as toutes les simplifications d'architecture et la réduction de coûts que tout ça implique également. Donc ça, c'est un premier aspect, le côté très gouverné, sécurisé et la capacité à mettre en prod des modèles sans avoir à utiliser plusieurs outils. Et le deuxième point, c'est que on est convaincu chez Snowflake que pour que les LLM soient adoptés à l'échelle en entreprise,
Il faut qu'on se concentre sur des LLM qui soient spécifiques à une tâche, donc plus compactes, parce que c'est la seule façon d'obtenir le bon ratio coût-performance et aussi d'avoir un impact moindre sur l'environnement parce que c'est moins énergivore de faire tourner un petit modèle. Et donc, c'est cette conviction-là qui a vraiment conduit notre roadmap ces dernières années. Et ça se voit très simplement sur la partie vector database. Un des rachats les plus significatifs qu'on ait fait autour des LLM, c'était une startup qui s'appelait Niva, qui faisait du search, dont le CEO est d'ailleurs devenu notre CEO Snowflake en début d'année, pour te dire à quel point c'est important dans la vision. Et cette startup avait créé une vector database très performante parce que leur ambition, c'était de proposer ce que ChatGPT est en train de sortir avec SearchGPT, donc la capacité à interroger le web et à faire ressortir la bonne info rapidement. Et donc, ça va de pair avec avoir des bons modèles d'embedding. Ça, c'est autre chose sur lequel on a travaillé. On a des modèles qui s'appellent Arctic, qui sont plus performants que les modèles d'embedding et de retrieval de ChatGPT ou de Google. Donc, ces deux éléments combinés, ça fait que tu vas être très bon sur le retrieval et ça t'évite d'avoir besoin de gros modèles. Tu peux avoir un petit modèle qui va avoir les bonnes infos qui sont surfacées par toute la partie retrieval que nous, on gère. Et ça permet de faire des économies. Ça va permettre, en fait, dans une stratégie AI globale, d'aller interroger peut-être, je dis n'importe quoi, mais 100 petits modèles spécialisés pour chaque tâche de manière efficace. Et ces modèles vont être moins gourmands en coût, on va dire, plutôt que d'essayer de le faire avec juste quelques gros modèles plus généralistes. Exactement. Et toujours dans cette vision, on propose le fine-tuning clé en main depuis une UI qui va te permettre d'entraîner un modèle comme Mistral 7B, donc un petit modèle, pour être aussi performant qu'un Mistral Large 2, qui lui est un gros modèle, sur une tâche spécifique. On a aussi tout un tas de primitifs qui vont te permettre de faire du RAG simplement dans Snowflake, sur la partie récupération des données qui sont présentes dans tes fichiers non structurés stockés dans ton blob, sur la partie chunking et sur la partie embedding. Et un exemple de ça, c'est j'avais loupé quelques-uns de tes épisodes DataGen et je voulais être sûre qu'il n'y avait pas des choses capitales qui avaient été dites sur Snowflake dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré toutes les vidéos que j'avais loupées depuis ta chaîne YouTube en Python dans un notebook. Derrière, j'ai fait tourner un modèle de transcription au sein d'un conteneur dans Snowflake. Et ces transcripts, je les ai utilisés comme le contexte que j'ai donné à un chatbot de RAG que j'ai construit et qui m'a permis de poser quelques questions pour savoir est-ce qu'il y avait des choses qui avaient été dites et qu'il fallait que je sache sur Snowflake dans les épisodes récents. C'est excellent, mais il faut que tu m'envoies ça. Et du coup, donc du coup, tu fais ça, genre en quoi? En quelques heures Ouais, en 2-3 heures de temps. Le temps de trouver les bonnes librairies Python pour récupérer, faire tourner le modèle pour transcrire. Excellent. Si on revient un peu sur le sujet que j'ai évoqué en intro, donc de la rivalité Snowflake-Databricks, je veux que tu nous dises, toi, comment tu le perçois. Est-ce que c'est juste une lubie d'influenceur data ou est-ce qu'elle existe vraiment? J'avais posé aussi la question à Databricks lorsqu'il était venu sur le podcast, donc je trouve ça marrant d'avoir ta version. Je pense que le constat, c'est qu'il y a une convergence fonctionnelle des deux plateformes. Et ça, forcément, ça fait un petit peu des étincelles sur les réseaux sociaux, mais plutôt du côté américain. Il y a un point de départ, une philosophie qui est différente. Nous, c'est activer la donnée le plus rapidement possible en simplifiant au maximum. Ça implique que les équipes data qui bossent sur les sujets puissent se concentrer sur le pain métier et sa résolution et pas du tout sur les sujets d'infrastructure. Plus tu vas avoir des aspects techniques à gérer et plus ça va te détourner de ce que tu dois faire, plus tu vas avoir besoin de gens qui ont des compétences techniques et pas forcément métier. Une anecdote que je trouve illustre bien cette différence de philosophie, c'est une CDO d'une boîte du CAC 40 qui nous avait dit que les profils qu'elle a le plus de mal à trouver, et donc elle valorise le mieux, ce sont les très bons business analysts. Parce que c'est des gens qui vont comprendre les besoins du métier et chercher à les résoudre. Et bien tu vois, tu donnes Snowflake à un très bon business analyst et il va être capable de faire un chatbot RAG ou créer un pipeline de données si c'est ça qui répond aux besoins. Même s'il n'a pas des compétences techniques hors du commun, en fait, la plateforme est tellement simple à utiliser qu'en fait, avec du SQL et un peu de persévérance, il va finir par y arriver. Aujourd'hui, tu as ChatGPT, il y a quelque chose qui demande du Python que tu sais pas faire, tu peux le faire.
Et donc, quelqu'un qui a un peu de suite dans les idées, il va être capable de te sortir des choses incroyables. Moi-même, je me définis pas comme une méga experte technique. J'ai appris sur le tas et je suis capable de faire des choses qui m'étonnent moi-même. Tu vois, c'est marrant parce que pendant un moment, j'ai eu l'impression que le succès de Snowflake, il était lié à la simplicité du positionnement. Et ça rebondit avec ce que tu viens de me dire. Et je m'étais dit que c'était peut-être un risque de devenir un peu trop une boîte à outils. Alors peut-être que c'était le cas depuis le début, mais en tout cas de l'extérieur, j'avais l'impression que vous étiez un peu en train d'avoir une convergence vers un peu plus de fonctionnalités, un peu plus une caisse à outils. Alors c'est peut-être et que c'était accentué un peu par la partie AI, tu vois, le fait de pouvoir tout faire aussi sur la partie AI dans la même plateforme, bah ça crée un positionnement qui est un peu plus complexe. En tout cas, c'est comme ça que je le percevais. Est-ce que c'est quelque chose qui a été considéré, ça, que ça pouvait être un risque un peu de rendre la plateforme plus complexe en élargissant trop le périmètre un peu fonctionnel de la feuille de route, tu vois? Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est suivre nos clients. Donc, on a accompagné des clients au début qui avaient certains besoins, ils mûrissent, ils ont des nouveaux besoins et on sert ces besoins-là. Donc, c'est un peu naturellement que ces nouvelles fonctionnalités, elles arrivent dans la plateforme. Un exemple que je peux te donner, c'est j'ai un collègue qui bosse avec une boîte qui fait de la livraison de courses à domicile et ils ont des sujets autour de prédire au plus juste le temps de livraison des courses. Il y a des sujets évidemment d'efficacité opérationnelle, mais il y a aussi des sujets de quelle est la température des produits frais à l'intérieur de mes bacs. Et donc, ils ont un algo pour prédire la température. Cet algo, il s'appuie sur des paramètres comme l'expérience du livreur, le poids des bacs de course, mais aussi le nombre d'étages à monter. Et ça me fait penser à toutes les marches que tu m'as fait monter pour arriver jusqu'ici. Et donc, il n'y a pas forcément cette info-là dans la commande client. Ça va être une adresse et un numéro d'interphone. Et il fallait un moyen de prédire le nombre d'étages. Mon collègue a accompagné les équipes data de son client pour les aider à partir de données de la marketplace et de données géospatiales à arriver à croiser ça et à faire ressortir l'information dont ils avaient besoin pour améliorer leur modèle. Et donc, tu vois, le fait d'avoir toutes ces fonctionnalités que tu as et qui sont dispo, c'est ça qui va te permettre, quand il y a un nouveau besoin de data qui émerge, que ça concerne du géospatial, que ça demande du traitement de texte, de la génération de texte ou autre, du temps réel, c'est cette combinaison unique qui va te permettre de répondre à tous tes cas d'usage. Puis c'est vrai qu'en fait, le fait de pas avoir besoin d'aller sur notre plateforme, de pas avoir besoin en tout cas d'utiliser un prestataire ou une intégration et d'avoir quelque chose de presque déjà packagé, clé en main, c'est vrai que ça va dans le sens de la simplicité. Ouais. Et puis aussi, en fait, tu vois, en réfléchissant en même temps pendant la discussion, ce que tu as dit juste avant, quoi, tout simplement le fait qu'un profil business analyst soit capable de faire de l'IA, ça va aussi dans le sens de la simplicité. Et je me rends compte que, tu vois, je change un peu de perspective sur le sujet. En fait, quand j'avais eu Databricks, je m'étais dit qu'ils étaient mieux placés pour la vague IA, parce que justement, eux avaient ce positionnement plus complexe, où ils parlaient déjà aux data scientists, tu vois, techniques, un peu le positionnement caisse à outils. Et en fait, c'est rigolo parce qu'en discutant là avec toi, je me rends compte que l'IA, c'est un sujet qui est vachement complexe, et que justement, le fait de le prendre par votre prisme à vous et d'arriver avec un peu cette philosophie de dire, OK, comment on simplifie au maximum ce sujet, on fait abstraction de la complexité pour que des business analysts puissent lancer des algos en production, entre guillemets, enfin si je schématise. Ouais, on exagère un peu le trait. On exagère un peu le trait, mais que finalement c'est ça qui peut aussi devenir un atout très fort sur le marché, quoi. Donc super intéressant. Il y a un autre sujet dont tu souhaitais parler avant qu'on passe sur les dernières questions. On a pas mal parlé d'IA aujourd'hui et je trouve qu'on a un peu laissé de côté tout ce qui est intégration, data engineering. Et il y a des tendances là-dessus qui sont intéressantes. Côté Snowflake, il y a une tendance à avoir des connecteurs natifs qui sont disponibles via la marketplace pour récupérer de la donnée de tout un tas de systèmes sources. Si on parle des connecteurs créés par Snowflake, tu vas avoir des connecteurs vers des applis SaaS comme ServiceNow ou Google Analytics, un peu comme tu as un sync vers BigQuery dans la plateforme GCP. Et on a aussi des connecteurs plus techniques pour aller faire du CDC, donc de la synchronisation sur des bases MySQL, PostgreSQL. Donc ça, toujours dans l'idée d'activer le plus rapidement la donnée en la faisant venir au bon endroit. Et l'autre point, c'est une tendance qui est plus large que Snowflake, de solutions qui jusqu'à maintenant étaient un peu des silos, enfin de solutions ERP, CRM, qui vivaient en dehors de la plateforme de données et qui commence à standardiser autour du format iceberg
pour permettre une interaction fluide entre ce qui existe au sein de la plateforme de données et ce qui existe dans ces systèmes. Donc, on avait un partenariat avec Salesforce qui était annoncé depuis un certain temps. Et la semaine dernière, je crois qu'on a annoncé un partenariat avec ServiceNow. C'est intéressant parce qu'on est au plus près de l'activation, puisque pour que la donnée soit vraiment utilisée par les gens qui en ont besoin, ce sera beaucoup plus simple si elle est en temps réel dans leur système. Et nous, on pourra quand même interagir dessus via ce format iceberg. Est-ce que le principe, c'est un peu de dire que tu vas pouvoir lire cette donnée directement là où elle est dans le système, sans avoir besoin finalement de la recentraliser, de faire un peu ce qui pourrait s'apparenter à une migration entre guillemets, mais de vraiment transférer la donnée, venir la stocker chez toi, etc. Et donc en fait, ça va beaucoup plus vite en termes de transfert de données lorsque tu es sur un use case spécifique où tu dois lire cette donnée. Ouais, complètement. Ça va beaucoup simplifier toute la partie data engineering qui pouvait exister. Et ça offre des possibilités d'enrichir malgré tout cette donnée avec des données que tu as dans ta data platform et de la rendre accessible en temps réel puisque le système source va venir lire cette donnée-là. Écoute, je te propose qu'on passe sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? J'ai un collègue qui a une super chaîne YouTube qui s'appelle Snowflake en français, in French, mais c'est du contenu en français. Il cherche vraiment à apporter du contenu de valeur pour les data analysts, pour les data engineers, pour les data scientists. C'est organisé par thématique, par use case. Il s'intéresse aussi à l'écosystème français pour voir ce qui est faisable aujourd'hui sur tout un tas de cas d'usage. Il a reçu Imagino, qui est une solution de CDP, des boîtes qui font de l'enrichissement de données, d'inventaire produits, du géospatial. Donc, c'est un super point d'entrée pour comprendre tout ce qui est faisable aujourd'hui sur Snowflake en français. Excellent, écoute, je mettrai ça en description. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser dans ta carrière data, dans ta carrière de manière générale? C'est une question ouverte. Si on regarde mon parcours, j'ai commencé vraiment sur la chaîne de la valeur de la data. J'étais en bout de chaîne, j'étais sur la partie BI. Donc, j'avais une compréhension de ce qui venait avant. Je me disais, Vertica, c'est plutôt une base de données performante. Il y en a d'autres qui le sont moins. Mais c'était vraiment très limité et je ne comprenais pas forcément tous les enjeux. Et en fait, en bossant chez Snowflake ou chez GCP, je suis un peu sortie de ma zone de confort et j'ai commencé à comprendre tout ce qu'il y avait en amont. Et en bossant chez Snowflake, tu es obligé de comprendre tout ce qu'il y a autour, l'orchestration, la gouvernance. Il y a plein de solutions qui viennent s'emboîter avant, après, autour de Snowflake. Et ça, je pense que c'est hyper important dans toute carrière d'avoir cette curiosité de ne pas se cantonner au petit bout de la lorgnette de ce que toi tu fais, de ton quotidien, mais d'essayer de comprendre ce qu'il y a autour. Et quand on voit en entretien des candidats, je trouve que ça se dénote vachement quand quelqu'un s'intéresse à ce qu'il y a autour, parce que quand on va lui poser des questions un peu en dehors de son scope, il va être capable d'expliquer pourquoi il fait ce qu'il fait par rapport aux besoins des gens qui sont autour. Ouais, de venir un peu boucler la boucle, quoi. Ouais. Avant de conclure, si des équipes data de l'audience souhaitent échanger avec toi, ça se passe comment ? Je suis sur LinkedIn et tous mes collègues Snowflake France le sont aussi, donc n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, si vous êtes curieux de ce qu'on a discuté aujourd'hui, notamment de la capacité à faire des chatbots RAG, Text2SQL, etc., je vous propose de suivre le lien vers le free trial que Robin met en commentaire. Et ça va vous permettre de voir comment on prend en main la plateforme, à quel point c'est simple et tout ce qu'on peut faire dedans. Excellent. Ouais, donc c'est un petit lien que je vais mettre en description. Merci beaucoup. J'avais vu avec un petit cadeau pour la communauté DataGen. Et donc l'idée, ça va permettre de faire un test sur un use case. C'est ça. Vous pouvez partir sur ce que vous avez en tête en ce moment, les side projects. C'était un autre conseil que j'aurais pu donner, d'essayer d'avoir des projets perso pour bosser ces skills data et comprendre un peu ce qui peut poser problème sur des cas d'usage réels. Donc on n'a pas forcément besoin d'être une entreprise pour utiliser ce non, bien sûr, c'est individuel, c'est un compte. Ok, excellent. Écoute Jade, on va finir là-dessus. Merci beaucoup d'être venu partager ton expérience et nous partager des updates sur la vision de Snowflake, nous expliquer un peu tout ce que vous avez mis en place et que vous allez encore mettre en place sur la partie AI. J'ai appris une tonne pendant cet épisode, donc merci beaucoup. Et j'en profite aussi pour demander à l'audience, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode avec Jade, mettez-nous un petit commentaire, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes, profitez-en pour vous abonner également, bien sûr. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, puis liker et commenter les posts que je fais chaque semaine pour présenter les épisodes. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen. Merci et à bientôt.